Montré par la flèche jaune, il y avait un projet de construction de maisons individuelles. Ça a été annulé par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui n'est ni un village ni une agglomération. C'est une définition négative. Qu'est-ce que c'est? Une zone d'urbanisation diffuse. Un hameau, si vous voulez, encore qu'il y en a beaucoup de constructions, donc un hameau, je ne sais pas. Voilà. Alors on va défiler. Bangor, qui est une autre commune. On prend les questions après. Comment? Allez-y. Si les constructions se sont développées illégalement quand on regarde la loi littorale, est-ce qu'on peut déduire de la présence de ces constructions pour justifier que ça ait une densité comme est qualifiée de village aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question. Alors, surtout à Belle-Île. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez un outil sur Géoportail, pour ceux qui connaissent, en remonté dans le temps. Et vous allez aux années 90. Alors, ici, pour ce lieu-dit qui s'appelle Brénantec à Sauzon, je ne sais pas. Mais à l'origine, vous aviez un hameau qui était en fait une ferme, avec des constructions qui étaient à touche-touche, et que vous avez peut-être ici encore en germe. Et puis, la loi littorale est entrée en vigueur, mais elle n'a pas été appliquée avant très longtemps. Les préfets ont laissé faire, les maires ont fait n'importe quoi avec la décentralisation, ce qui fait que ça s'est urbanisé effectivement de manière illégale. Et là, parmi les constructions, ce n'est pas des constructions des années 60 ou 70, c'est des constructions qui se sont développées essentiellement à des fins touristiques, dont une grande partie sont postérieures à la loi littorale et sont illégales. Et pour autant, dès lors qu'il y avait un permis de construire, il faut les prendre en compte dans l'urbanisation. Si vous n'avez pas de permis de construire, d'abord, elle ne serait pas cadastrée. Alors, je précise que le rose, ce n'est pas moi qui l'ai rajouté, vous avez une application sur Géoportail qui permet d'identifier le bâti, et qu'en général, quand c'est rosé, ça correspond à ce qui est repris par le cadastre, et si c'est cadastré, ça veut dire que ça a été déclaré. Donc, il y a un permis. Normalement. Même si le cadastre n'est pas une valeur juridique absolue, c'est quand même un indice, voilà. Donc malheureusement, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, l'honneur est sauf, parce que, on va dire, de toute manière, ça n'a pas suffi. Ces constructions illégales, dont la plupart ont été édifiées après 1986, ne suffisent pas à qualifier le secteur de village, heureusement, mais dans certains cas, ça suffit malheureusement. Voilà. Alors, si on continue, Bangor, qui est une autre commune, là aussi, vous voyez, ces cas-là illustrent ce qu'on appelle l'urbanisation diffuse. Alors, des cas comme ça, vous en avez des milliers en Bretagne. Avec un problème objectivement politique, c'est que. Alors, on me dit, le littoral, mais attendez, on ne peut pas construire, y compris au bout de la flèche jaune. Parce que ça a été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes. Et vous sentez bien qu'il y a quand même un petit problème, c'est-à-dire que c'est construit autour, le secteur il est perdu d'un point de vue agricole, on ne va pas s'amuser à refaire de l'agriculture entre les constructions. À Paris, je ne dis pas. Mais, ici, donc l'enjeu, si vous voulez, en termes de sauvegarde des terres, en termes écologiques, pour faire simple, semble un petit peu embêtant, un petit peu gênant. Bon. Donc c'est pour ça, je dis tout de suite, je vais en toucher un mot, qu'en 2018, le législateur avec la loi Elan a dit que ce genre d'espace, qu'on appelle les secteurs, enfin, qui peuvent être qualifiés de secteurs, je crois que c'est déjà urbanisé, j'ai un petit doute tout d'un coup, SDU. Donc depuis la loi Elan, les SDU, donc, ce qu'on appelle les secteurs déjà urbanisés, peuvent être identifiés par le SCOP, le document qu'on a vu tout à l'heure, délimités par le PLU, et à l'intérieur, une fois que c'est délimité au niveau local, à l'intérieur, on va pouvoir combler, entre guillemets, les dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses. Qui, moi, de mon point de vue personnel, ne me choque pas du tout, et je trouve ça assez logique, parce que ces espaces sont perdus, si vous voulez, et ça peut paraître au contraire contre-productif de dire on ne peut pas construire à l'intérieur. Bon. Mais attention, ça signifie qu'on ne peut pas étendre, parce que le gros problème, c'est l'étalement, c'est l'extension. Avec le grignotage, et puis quand vous voyez les photos aériennes de 10 ans en 10 ans, vous voyez que ça, c'est un phénomène de littoralisation, d'extension sans fin par des pavillons, par des constructions individuelles. Alors quand c'est des résidences secondaires, vieux débat, alors en Bretagne, il y a des secteurs, je vous informe de rien, vous savez très bien qu'ils sont occupés essentiellement de mois d'année. Encore, c'est pareil, vous avez des secteurs, 70% des constructions sont des résidences secondaires, donc il faut absolument, me semble-t-il, mettre un terme à ça. Donc il faut éviter l'étalement. En tout cas, en l'état actuel, en 2020, vous n'avez pas encore de secteur déjà urbanisé identifié. C'est la loi littorale, uniquement elle, l'article 121.8 qui s'applique. Et là, la Cour administrative d'appel de Nantes a dit c'est un secteur d'urbanisation diffuse. Il n'y a pas un nombre, une densité significative.
Donc pas de construction, même à l'intérieur. Voilà, donc Bangor, encore un dossier. Je passe. Là, la commune du Palais, vous voyez bien distinction avec le bourg du Palais qui est densément construit. On peut étendre. Et puis au bout de la flèche rouge, un secteur qui est isolé, un petit peu urbanisé au sud, mais c'est de l'urbanisation diffuse, c'est annulé par la Cour administrative d'appel de Nantes. Là aussi, donc voilà, je vais arrêter peut-être avec Belle-Île, parce que... Ah oui, alors ça, Ploua, la Trinité, là on se rapproche. Ça c'est intéressant, il arrive que le juge administratif, sur un groupe comme ça de construction, eh ben, il va distinguer. Il va distinguer la partie orientale, donc celle qui est visée par la flèche, si vous voyez bien, a été considérée comme pouvant être urbanisée. Pas de violation de l'article 421.8. Pourquoi? Parce que, a dit la Cour de Nantes, on est en continuité d'un groupe de construction suffisamment nombreux et relativement dense. Enfin, relativement, c'est moi qui dis, mais dense. D'accord? Alors qu'à l'est, vous avez 6 constructions un peu au milieu de nulle part, sur des très grandes parcelles. Ce n'est pas un secteur densément urbanisé avec un nombre significatif non plus de construction. Donc vous voyez, quand on parle de subtilité de la loi littorale, là, on fait quasiment la parcelle, c'est très subtil. Donc un même groupe de construction, vous voyez, si on arrive à distinguer 2 parties géographiquement, vont trouver à s'appliquer 2 types de règles. Vous imaginez un petit peu les problèmes pour les propriétaires, parce qu'objectivement, un propriétaire, il a le droit de savoir, au moins en termes de sécurité juridique, ce qu'il peut faire. Pour les successions, lorsque vous avez des terrains dont il faut évaluer le prix, je ne sais pas dans le secteur, mais si vous êtes à Belle-Île, c'est 400 € le mètre carré, voire 500. Donc constructible 500, pas constructible 5 €. Donc ça peut créer des tensions. Alors là, on va alors bon, oui, là on voit pas grand-chose, c'est un des dossiers du cabinet, c'est le dossier Séguéla, c'est un peu ancien. Bon, je vois qu'il y a quelques têtes blanches dans l'Assemblée, donc si on dit Séguéla, ça vous évoque quelque chose, parce que nous on a des stagiaires au cabinet, ça, 20 ans, 25 ans, ça peut être Séguéla, ce qui n'est pas en soi, obligatoirement un gros problème de culture générale, mais enfin, il avait essayé de construire dans un secteur, vous voyez, objectivement, qui est assez peu construit. Alors, il avait commencé à défricher, ça s'est arrêté. Il a quand même fallu monter au Conseil d'État pour qu'on gagne. C'est-à-dire que le tribunal administratif et sa présidente de l'époque ne nous avaient pas suivis. Je passe. Donc voilà, l'exemple type caricatural de l'impossibilité de construire. Le PLU, bien sûr, autorisait la construction. C'est-à-dire que le PLU avait créé ce qu'on appelle un pastillage, des espèces de pastilles au milieu de nulle part, permettant les constructions. Une pastille, une villa. Une pour Séguéla, une pour Christine, Ockrent, une pour Carzero, voilà. Une pour Jean Renaud, etc. Et le PLU ne fait pas écran. D'accord? C'est ça la force de la loi littorale. Voilà, les secteurs déjà urbanisés, ben, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils peuvent être créés à l'initiative, et il y en a, maintenant, ça y est, c'est mis en œuvre. Bon, moi, je connais surtout la région de Saint-Malo. Vous avez un SCOT de la région de Saint-Malo qui a identifié des secteurs déjà urbanisés. Les communes, en modifiant leur PLU, ont pu délimiter ces secteurs et on peut construire à l'intérieur. Ce qui, encore une fois, moi, ne me choque pas. Puisqu'il s'agit de combler des trous, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, en dehors des espaces proches du rivage, à condition que ce ne soit pas fait pour faire de la résidence secondaire, après avis de la commission des sites. Bon, voilà. Vous avez une dérogation à l'article pour les installations agricoles. Avant, l'amendement de Mme Boyer en 1999, c'était uniquement les installations classées agricoles incompatibles avec le voisinage, donc les poulaillers et les porcheries industrielles. Et maintenant, c'est tous les types d'installations agricoles et forestières. Alors après avis d'accord du préfet, après avis de la commission des sites et accord du préfet. Et en dehors des espaces proches du rivage, sauf culture marine. Bon, je passe là-dessus. Voilà. Première grande série d'actes. On peut peut-être faire une petite pause pour des questions. Sinon, je continue. Si je... D'accord. Alors, ok. Protection, cette fois-ci, de la bande des 100 mètres, le L121-16. Donc, c'est vous savez, la disposition la plus connue de la loi littorale. Donc, l'article dit qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage.
D'accord. Donc, vous vous souvenez du schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est jusqu'où s'étendent les plus hautes eaux, donc marée d'équinoxe, en dehors des phénomènes météo exceptionnels, voilà. On trace un trait et sur cette bande de 100 mètres sont interdits les constructions ou installations. Donc souvenez-vous, tout à l'heure, je vous avais fait voir sur les temps de berre des espèces de gros plots en béton. Ça, c'est une installation. Ça n'a pas l'air énorme, mais c'est totalement en infraction avec cette disposition. Et surtout, en dehors des espaces urbanisés. Donc, c'est quoi un espace urbanisé? Pour faire simple, c'est un espace dans lequel il y a un nombre, une densité significative de construction. Donc, un espace urbanisé, ce n'est pas un espace bâti. C'est un espace densément bâti. Donc, tous les espaces urbanisés sont des espaces. Je me suis peut-être trompé. Tous les espaces urbanisés sont des espaces bâtis, mais tous les espaces bâtis, c'est ça que je veux dire, ne sont pas des espaces urbanisés. C'est très subtil. Hein. D'accord. Urbanisé, c'est densément bâti. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. L'article 421-17 prévoit des exceptions qui sont connues, je ne rentre pas dans les détails, ce sont les installations qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau. Donc, alors attention, qui exigent la proximité immédiate de l'eau, les installations type de culture marine, pour des activités nautiques, mais il ne suffit pas que ce soit en relation avec une activité qui exige la proximité. Il faut que la situation, par exemple, du hangar ostréicole soit imposée en l'espèce par la configuration des lieux. C'est-à-dire que pour une exploitation normale de mon atelier, enfin mon atelier ostréicole, j'ai besoin à cet endroit de mettre mon hangar pour mettre mes tracteurs, pour aller les chercher dans la baie de Cancale, etc. Il faut le justifier. Il ne suffit pas de dire que c'est une installation qui a un rapport avec l'exploitation de la mer. C'est interprété strictement. Il est évident qu'une paillote, un restaurant de plage avec 100 couverts, les matelas et une petite chaise remontée pour mettre le surveillant de baignade n'est pas une installation qui exige la proximité immédiate de l'eau. Évidemment, je dis ça parce que la jurisprudence a eu à statuer. Les thalassothérapies, ne sont pas évidemment des installations qui exigent la proximité immédiate de l'eau. C'est vraiment des installations qui ne peuvent pas se passer de la proximité immédiate de l'eau. Règle particulière, c'est un dossier qu'on avait eu sur l'île d'Ouate. Donc c'est ce que je vous disais, il faut être en dehors des espaces urbanisés pour pouvoir opposer cette règle, pour s'opposer à la constructibilité d'un bande des 100 mètres. Si vous êtes dans un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs, vous pouvez construire à condition, à rajouter le Conseil d'État en 2018, à condition quand même que, donc imaginez un espace densément construit par des villas, donc un front de mer avec des villas, dinars, enfin vous pourriez penser à l'Agnon, il n'y a pas de difficulté, donc des terrains 800 mètres carrés avec des grosses villas ou petits, un front urbanisé, ok. Ben, si vous remplacez les villas par un hôtel ou une construction qui va densifier, ça peut poser un problème du Conseil d'État. En plus, il ne faut pas densifier, il ne faut pas entraîner une densification significative de ces espaces. Il ne faut pas rajouter de la densité dans la bande des 100 mètres. Donc ça, c'est un exemple. Alors, c'est un dossier en cours, au Touquet. Vous avez le front de mer avec les constructions. Alors ça, c'est un bel exemple, si vous voulez, d'application de la loi littorale, enfin de cas d'application. On verra ce que dit le tribunal administratif de Lille. Jusqu'où s'étendent les plus hautes eaux déjà. Donc elles s'étendent, toute la plage est recouverte en cas de forte marée. Donc ça arrive au ras, si vous voulez, des installations que vous avez, qui sont en fait des cabines, ce que vous voyez ici. Tout ça, ce sont des cabines, tous ces secteurs-là. Ça aussi, ce sont des cabines de plage, vous voyez. Bon. Et là, ce sont des cimetières à voitures qu'on appelle des parkings, parce qu'il faut venir à la plage en bagnole, tout ça aussi, etc. Ça, c'est un truc horrible, je crois, post-loi littorale, qui est un parc d'attractions, un aqualude, voilà. Donc, vous avez un petit peu de surface de plancher ici, peut-être 1000 mètres carrés, mais vous avez surtout des grands bassins, etc. Et l'emprise, c'est presque 1 hectare, c'est quand même assez grand. Tout ce secteur-là est un secteur de jardin, mini-golf, encore des cimetières à bagnole ici. Et là, le front de mer,
avec une densité très forte. Un dossier comme ça, de mon point de vue, enfin c'est comme ça qu'on l'a présenté au juge, ça c'est un extrait d'un mémoire, hein, c'est des choses qui sont présentées au juge, c'est de dire, là vous avez le front urbain dense, manifestement vous pouvez rajouter un immeuble entre les deux, alors que vous êtes à moins de 100 mètres, hein, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous avez moins de 100 mètres d'ici jusqu'au front. Hein. Tout ce qui est construit ici est dans la bande des 100 mètres. Vous pouvez continuer à rajouter un immeuble entre les deux, vous allez combler vraiment ce qu'on appelle vraiment une dent creuse, c'est pour le coup une vraie dent creuse, il n'y a pas de difficulté puisque le secteur est déjà urbanisé. Le Conseil d'État dit oui mais il ne faut pas surdensifier, bah, c'est déjà dense, sauf à faire un building de 50 étages, il n'y a pas de difficulté. Ici vous avez à mon avis une coupure. On verra ce que dit le tribunal administratif, mais à mon avis là, vous n'avez que des jardins, de la voirie, un peu de parking, vous n'avez pas de construction, vous avez une coupure. Là vous avez à nouveau une coupure qui est boulevard de la Plage, et puis là un autre type d'occupation, on va dire comme ça, du sol. C'est très peu bâti, dans le sens où vous avez des cabines. Alors, les cabines, c'est quand même de la surface de plancher, c'est fermé. Hein, les cabines, ça sert à ça. C'est ouvert, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vous avez surtout des parkings. Alors, est-ce qu'un parking constitue de l'urbanisation? Des cours administratifs d'appel ont dit que oui, d'autres ont dit que non. C'est un peu délicat. Et vous avez ce truc-là qui doit être remplacé par ceci, si normalement... Voilà, c'est ça. C'est un projet d'hôtel. Donc, un dossier comme ça, vous voyez qu'on est en secteur urbanisé. Donc, a priori, on remplace un truc moche qui est déjà en contact avec la mer, hein, avec la limite haute du rivage, par un hôtel. Donc, on aurait tendance à dire, le secteur est déjà urbanisé. En fait, nous, on verra ce que dit le tribunal administratif, mais nous estimons que cet hôtel crée, je crois, il faut que je vérifie, mais plusieurs milliers, je crois presque 5000 m² de surface de plancher. Alors que l'espèce de centre aquatique est beaucoup moins dense, seulement 1000 mètres. Donc nous, on l'a présenté en disant qu'il y a une surdensification du secteur, qui est prohibée par l'article L121-7. Ce n'est pas les seuls moyens d'annulation qu'on a, mais sur la loi littorale, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Réponse dans un an au tribunal administratif de Nice. Donc ça, c'est une illustration dans la bande des 100 mètres en secteur urbanisé. Quel type d'aménagements sont visés? C'est ce que je disais tout à l'heure. Sont visés tous les travaux, construction, aménagement, installation et travaux divers. Donc une simple terrasse dans la bande des 100 mètres, c'est interdit, en dehors des espaces urbanisés. Vous avez, là, je le prends sur quelqu'un qui avait fait une terrasse. Bon. Moi, j'ai gagné pour les amis des chemins de ronde 56, je crois que c'était une dalle pour une baraque afrique. Bon, une dalle en béton. Dans la bande des 100 mètres, c'est interdit. D'accord? Vous avez un article spécial, le L7 121-18, qui interdit les campings dans la bande de 100 mètres. Et bien entendu, on y arrive, les restaurants de plage, les paillotes, quand bien même ils seraient démontables, en kit, ils ne sont jamais démontés, sont strictement interdits dans la bande des 100 mètres. C'est un peu logique, les campings sont interdits. C'est-à-dire que simplement y planter une tente, c'est-à-dire des espaces où vous pouvez planter des tentes, où vous pouvez mettre des caravanes, où vous pouvez, bien sûr, avoir des mobil-homes, des parcs résidentiels de loisirs, sont interdits. Donc si c'est interdit de mettre une caravane, qui est quand même quelque chose qui conserve normalement sa mobilité, comme le mobil-home, normalement, les résidences mobiles de loisirs, a fortiori, une paillote démontable est interdite. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que les restaurants de plage sont interdits, la jurisprudence, alors plein de jurisprudence, mais aussi les food trucks. Vous avez une réponse à une question parlementaire du député, à l'époque il était député encore, Florent Bachelier, député de Rennes. Est-ce qu'on peut installer des food trucks dans le monde? La réponse du gouvernement, c'est pas le juge. Le gouvernement a dit non. C'est pas autorisé dans le bande des 100 mètres. Et vous avez un arrêt de la Cour d'appel de Bastia, 2023, qui a statué sur... Ah, alors ça c'est embêtant, il n'y a pas la photo. Ah bah zut alors. Il n'a pas voulu me prendre la photo, c'est dommage. Alors, attendez. Je vais voir si... Bon, c'est pas... Il faut imaginer une paillote. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas prise. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis du blanc. Bon, c'est des mystères. J'ai peur qu'il ne va pas me faire ça sur les autres photos parce que ça va manquer de charme. C'est dommage parce que la photo était chouette quand même.
Bon, grosso modo, vous avez une paillote à roulettes, c'est-à-dire dans la bande des 100 mètres, vous aviez un camion qui conservait ses roues, un comptoir installé, démontable, hein, posé à même le sol, et puis un autre camion, alors un camion qui sert de cuisine, comme ceux que vous avez sur les marchés, hein, sauf que ça sert de cuisine, un autre camion pour les toilettes et un autre camion pour le frigo. Donc qui conserve les roues, si vous voulez. Installé du mois de juin, démonté au mois de septembre, enfin pas démonté, retiré au mois de septembre, pendant plusieurs années. Donc en défense, on nous a dit, mais non, mais on a une autorisation de commerce ambulant, c'est pas une installation, on n'est pas soumis à la loi littorale. Donc la cour, alors au pénal, donc la cour d'appel de Bastia, après le tribunal correctionnel, a dit non, ça s'applique de la même manière, d'accord? Et c'est la position de l'État, hein, enfin du gouvernement, je veux dire, de l'exécutif. Oui, bien sûr. Un exemple local, la Barbarin, sur Poispresse, par exemple, en zone non urbanisée, aussi ce qui se passe dans les arrondissements, ensuite avec un qui D'accord. Donc pour les campings, oui, dans la bande des 100 mètres. Ah, pardon. c'était un parking. Mais en fait, c'était aussi pour les camping-cars. D'accord. Mais c'était un parking. D'accord. Et un parking, pas obligatoirement avec du béton, enfin pas bitumé, je veux dire. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Donc, tribunal administratif, évidemment, a appliqué la même jurisprudence. Et par rapport à la montée des eaux, quand on parle de GF plus 40 cm en 1900 et en 2100, c'est plus 80 cm. Et donc là, du coup, la bande des 100 mètres, est-ce que par rapport au touquet, plus 80 cm Il y a un gros problème, effectivement. Alors, vous savez que la loi Climat et Résilience, un an comme ça, en 2020-2021, a complété les dispositions de la loi littorale. Il y a des plans, des obligations d'organiser pour les communes le retrait d'un certain nombre de constructions qui sont exposées au risque. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la limite du DPM se déplace avec la montée des eaux. Et donc, la bande des 100 mètres qui va se déplacer pareillement, en profondeur, en l'état actuel des textes. D'accord. C'est un nouvel échelon, effectivement, pour... Alors, sur les outils contentieux, voilà, moi je ne me suis pas penché dessus parce que je n'ai pas encore eu le cas, mais effectivement, si on revient en arrière sur l'aménagement du Touquet, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on a des photos aériennes, l'eau, elle arrive ici, en cas de forte marée. Elle arrive ici. C'est-à-dire, là, une espèce de digue qui a été faite pour empêcher que l'eau vienne. Et le projet d'hôtel, il vient ici au ras. Donc, c'est un projet qui aurait dû être fait peut-être programmé il y a 40-50 ans, mais qui est aujourd'hui en 2024, qui est assez aberrant, quoi. C'est Vinci derrière. Bon. Comment ils vont gérer la montée des eaux, ils vous expliquent qu'ils ont tout anticipé, qu'il n'y a pas de sous-sol, etc. Très bien, c'est assez étonnant. Et c'est un des moyens qu'on a invoqué aussi contre ce projet. Mais c'est vrai que sur les questions d'érosion, j'en parle pas trop ce soir. En tout cas, voilà, les food trucks sont strictement interdits, je suis vraiment très déçu. Alors, ce que je voulais vous faire voir, ça rend moins, c'était ce joli espace que vous ne voyez pas pour ceux qui sont dans le fond de la salle, où était installée ma paillote. Donc ça, c'était avant travaux. Donc une jolie plage et donc un espace boisé. Et donc tout a été défriché. Enfin, pas tout, non, une partie a été défrichée pour installer donc les comment dirais-je, pour installer donc la paillote. Voilà. Oui, voilà ça. Bon, avec les fameux matelas, parce qu'il n'y a pas de paillote sans matelas. Voilà. Donc ça, c'est un dossier qu'on a fait dégager par une procédure, j'anticipe un peu sur mon propos terminal, qui est... Alors, il n'y a pas de permis de construire, hein, et c'est en secteur inconstructible. Donc ça constitue deux séries d'infractions délictuelles, le tribunal correctionnel,
Et en plus, on peut agir en référé, qui est une procédure d'urgence devant le juge civil, pour le faire dégager. On l'a fait dégager, et en plus, on l'a fait condamner à replanter, même si vous êtes loin, vous voyez qu'il y a une partie blanche, toute cette partie blanche a été défrichée, il a été condamné en référé à replanter. Et il doit replanter l'année prochaine, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, il doit faire autre chose. Ah oui, retirer les réseaux. Quand on demande l'enlèvement des paillotes, il faut toujours demander la remise en état, y compris des éventuelles fondations, et puis les fameux réseaux, c'est-à-dire l'électricité et l'eau qui est terminée, que tout soit retiré. C'est des petits détails, mais c'est important. Alors j'espère que les autres photos vont rendre un peu mieux. Et bien j'arrive au contentieux de la démolition. Sur ces actions-là, donc moi, en Corse, ici, on agit pour des associations, puis il y a un propriétaire quand même, une partie du défrichement était sur son terrain, donc il n'a pas apprécié que le voisin fasse ce qu'il veut comme ça en s'installant chez lui. Donc nous, on travaille ici pour des associations, pour des riverains. On travaille aussi pour des communes, enfin moi je suis l'avocat d'une commune en dessous de Dinard, parce que c'est le village de ma famille, entre guillemets, mais donc on conseille aussi des collectivités locales, mais sur ces dossiers de paillotes, c'est surtout pour des associations. Donc vous avez un volet pénal, des poursuites du parquet, du procureur de la République, qui est saisi d'une plainte, et puis la DDTM fait une enquête, mais vous savez, le pénal, c'est long. Et puis le pénal va ordonner la remise en état. Le parquet peut demander la remise en état avec une astreinte. Une astreinte, c'est quoi? C'est une peine, c'est une somme que vous devez journalièrement tant que vous ne remettez pas en état. Mais l'appel, souvent, est suspensif. Et à Bastia, ils ne sont pas trop sinistrés, ils sont assez rapides. Je ne sais pas à Saint-Brieuc, mais si vous prenez Saint-Malo, ou alors Vannes, Quimper, je ne sais pas, mais je crains que ce soit ira mieux. Avec la Cour d'appel de Rennes, c'est plutôt, je pense, en moyenne 4-5 ans. À Bastia, entre le première instance et l'appel, c'est 2 ans. C'est relativement rapide. Enfin, pendant ce temps-là, si l'appel est suspensif, moi j'exploite et puis je continue à m'étendre, etc. Donc c'est pour ça que les associations utilisent une procédure de référé pour en urgence, c'est-à-dire en urgence en 2-3 mois, l'obliger à démonter sous peine d'astreinte. Là aussi, donc une pression financière, et là c'est très efficace, parce qu'il n'y a que ça que les exploitants connaissent. Alors, pour reprendre la fiche, le contentieux de la démolition en réflexion, il faut distinguer les cas, soit il y a un permis de construire, soit il n'y en a pas. Le cas, à la rigueur, le plus simple, le plus caricatural, c'est celui que je viens de vous exposer, le food truck. La personne a dit, mais je suis commerçant ambulant, je n'ai pas besoin de permis. Très bien. Je répète, ce qui est très important, je répète, pour moi c'est évident, mais c'est pas si évident que ça, il n'est pas sur le domaine public. Ce que vous voyez là, c'est en fait, vous voyez, oui, vous avez encore du végétal, en fait, il est sur une propriété privée. Il n'est pas sur la plage. Donc il est chez lui, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut lui faire un procès devant le tribunal judiciaire. S'il était sur le domaine public, c'est une compétence du tribunal administratif, et c'est très embêtant parce que c'est plus compliqué devant le tribunal administratif. Alors, s'il y a un permis de construire, premier cas, la difficulté, vous connaissez avec l'affaire de Saint-Efflam, c'est que il faut d'abord passer par la case annulation du permis. Vous allez d'abord faire annuler le permis de construire devant le juge administratif. Donc tribunal administratif, cour administrative d'appel à Nantes, Rennes, Nantes, et éventuellement Conseil d'État. Bon. Une fois que vous avez fait annuler, ça ne suffit pas. Il faut ensuite assigner en démolition devant le tribunal judiciaire. Dans un délai de 2 ans, à compter de la dernière décision du juge administratif, et depuis la loi Macron 2015, à condition encore que la construction soit dans un des secteurs énumérés par le fameux article L480-13. Donc, par exemple, je vais voir ce que j'ai après. Ah bah oui, ça tombe très bien. Cette antenne relais, oui, enfin, c'est une construction qui n'est pas dans un des secteurs protégés par l'article, excusez-moi, je reviens en arrière, L480-13. L480-13, dresse une liste des secteurs dans lesquels vous pouvez demander la démolition quand il y a eu un permis de construire, et que ce permis a été annulé. C'est les sites classés, la bande des 100 mètres, les espaces remarquables du littoral, on n'en a pas parlé,
les zones exposées à un risque naturel, plan de prévention des inondations, etc. Donc c'est des secteurs limités. Si vous prenez ce secteur-là, on n'est pas dans la bande de 100 mètres, je vous le dis, on n'est pas dans le périmètre d'un monument historique, quoique je crois qu'il y a un dolmen qui n'est pas très loin, mais enfin il n'est pas classé. Et voilà, on n'est pas, c'est un secteur entre guillemets banal. Si cette antenne avait fait l'objet d'un permis de construire, l'association qui a agi aurait dû demander l'annulation du permis de construire. Comme l'antenne est déjà édifiée, elle aurait pu obtenir l'annulation du permis de construire. Elle l'aurait certainement obtenu, puisque je vous ai dit, les antennes relais sont interdites si ce n'est pas en continuité des villages d'agglomération. Elle aurait obtenu l'annulation, mais elle n'aurait pas pu faire la démolition, parce qu'elle n'est pas dans un secteur protégé. D'accord ? Ce dossier, cette antenne n'a pas été autorisée par un permis de construire, mais, subtilité, par une simple déclaration de travaux. Donc il y a tout un débat sur les... Il y a eu des avis récents du Conseil d'État, un avis récent pour dire dans quel cas les antennes sont soumises à permis et dans d'autres cas où ils ne sont pas soumis à permis de construire. C'est le tribunal administratif de Rennes qui a saisi le Conseil d'État pour avis. Pourquoi ? Parce que c'est une question de surface au sol. En fait, vous avez des armoires au sol et selon que les armoires dépassent une certaine surface, ça tombe dans le champ du permis de construire ou pas. Et le tribunal administratif de Rennes s'arrachait les cheveux en se disant mais est-ce qu'on prend en compte cette surface des armoires techniques qui sont au sol ou simplement la surface au sol du pylône, c'est-à-dire la dalle en béton. Bon bref, je passe les détails, peu importe. Cette antenne n'a pas été autorisée par permis, mais par une simple déclaration de travaux. Or, c'est très important, vous devez faire annuler préalablement le permis de construire quand il y a un permis de construire, mais une déclaration de travaux, ce n'est pas un permis de construire. Donc une antenne comme ça, vous pouvez agir en démolition directement devant le juge civil. L'association est partie demander l'annulation de la déclaration de travaux au tribunal administratif. Malheureusement, elle n'a pas notifié sa requête au pétitionnaire ou au maire, ou les deux, je ne sais plus, vous savez, c'est une obligation de notifier à l'auteur de la décision et aux bénéficiaires votre recours. Tout ça est très technique, mais pour ceux qui ont fait un peu de contentieux, vous savez de quoi je parle, ils ne l'ont pas fait, ils ont été dégoûtés. 10 mètres, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est scandaleux, etc. Donc il y a une possibilité, on verra ce que dira le tribunal judiciaire de Brest, mais normalement, on peut partir en démolition, ce n'est pas un ouvrage public, le tribunal judiciaire est compétent, on a vérifié, et c'est une simple déclaration de travaux. Donc, c'est quoi les déclarations de travaux ? C'est les clôtures, c'est les tennis, les piscines. Donc une piscine dans la bande des 100 mètres, qui fait l'objet d'une déclaration de travaux, vous n'allez pas attaquer la DP, la déclaration de travaux au tribunal administratif. Vous pouvez carrément assigner directement pour faire cesser les travaux ou faire démolir directement devant le tribunal judiciaire. C'est pas théorique, hein. Moi je l'ai fait pour un tennis. Pour des clôtures, je l'ai fait à Dinard. Bon, il faut savoir, ça vous évite. Mais normalement, s'il y a un permis de construire, il faut d'abord passer par la case tribunal administratif. Et ensuite, j'insiste bien, être dans un secteur protégé, L400.